et commencer par présenter Romain Benigni, donc qui est maître de conférence à l'UFR de langue française de Sorbonne Université depuis 2015 et qui est l'auteur qui est 19e et qui est l'auteur d'une thèse soutenue en 2014 sur les chansons dites populaires imprimées à Paris entre 1848 et 1851, soutenue à l'ENS de Lyon sous la direction d'Éric Bordas. Et donc, c'est un spécialiste du 19e siècle, de poésie, de métrique, de la chanson du 19e siècle. Et il a créé avec François Del un séminaire de métrique générale qui est donc en activité à l'équipe STIH à Sorbonne Université. Je signale son livre. Alors, est-il paru Fille du peuple pour une stylistique de la chanson au 19e Oui, siècle chez il est paru. ENS Éditions? Il est déjà Il est paru en paru? février. Il est paru en février, voilà. Donc, le livre qu'il va nous présenter aujourd'hui sur Racine. Et puis, je voudrais également ajouter qu'il est l'un des traducteurs actuels de la poétesse américaine, prix Nobel de littérature, Louise Gluck, dont il a traduit le recueil Nuit de foi et de vertu, paru en mars chez Gallimard. Voilà. Merci Donc, beaucoup, Gilles. à toi, Romain, pour cette présentation. Nous t'en remercions encore. Est-ce que tu veux que je partage l'écran? Je le ferai peut-être au cours de la communication, mais je le ferai de manière un peu ponctuelle, donc peut-être que j'essaierai de le faire tout à l'heure, quand j'aurai D'accord. besoin. Ah, cela Je dit, vais là, j'ai activer pas de toute le... façon Oui, je veux bien. Volontiers. l'autorisation de partager et comme ça sera D'accord. fait. Merci beaucoup. Bien, alors, merci beaucoup à Gilles de m'avoir proposé de présenter notre livre au Guelph. Merci à tous et à toutes d'être présentes. Je vais essayer de présenter mon livre, mais je vais essayer enfin notre livre, bien sûr, mais je vais essayer aussi d'expliquer un peu quelle est la perspective générale, hein. Donc, j'espère que ce sera pas trop abscon et pas trop ennuyeux non plus. Voilà. J'espère que je vous donnerai un peu envie de lire le livre. Alors, ça ressemblera à une sorte d'exposé plus qu'à une présentation informelle, mais comme ça, comme il y a des choses assez précises à dire, je me dis que ce sera peut-être plus simple pour que vous ayez une idée un peu plus exacte de ce que nous avons fait. Je commencerai par la considération assez, assez banale que l'écriture métrique est une écriture contrainte. C'est une écriture qui suppose la mise en correspondance de deux structurations de nature différente, euh, une structuration qui est la forme métrique et puis une structuration qui est la structure grammaticale. En analysant l'écriture métrique, l'un des enjeux pour celui qui analyse est de comprendre comment ces éléments, ces deux structures différentes, y sont associés. Du fait des traités de poétique, dont la tradition est très ancienne, y compris en français, l'association est souvent pensée en termes de règles prescriptives et de fait, cette approche prescriptive du texte métrique est la tradition la plus ancienne et elle est tout à fait riche d'enseignements. On pourra en avoir un aperçu tout à l'heure. Cette approche prescriptive a été relayée par une tradition que j'appellerais un peu vaguement littéraire et scolaire, qui met les notions de versification au service du commentaire de texte et cherche le plus souvent à identifier des phénomènes rares pour interpréter ces phénomènes en termes d'écart expressif. Il y a d'autres approches qui existent et qui adoptent des méthodes plus grammaticales. Parmi ces dernières approches, on peut distinguer, à mon sens, deux grands courants. Le premier grand courant, ce serait le courant qu'on peut appeler philologique, qui est celui, par exemple, des grands romanistes du XIXe siècle. Et l'autre courant, c'est le courant qu'on pourrait appeler par défaut formel ou formaliste, qui naît en gros dans la deuxième moitié du XXe siècle des propositions de Roman Jakobson. Alors, parmi ces approches, les approches prescriptives et littéraires, dont la dimension descriptive n'est que secondaire, ces approches donnent une image insuffisamment précise de la pratique des poètes. L'approche philologique en donne une image plus précise, mais elle se focalise généralement sur l'établissement du texte et elle a pour priorité l'étude de sa langue. Donc les analyses métriques, qui sont à la fois très détaillées et en même temps un peu lacunaires, parce qu'elles se concentrent sur des points élémentaires comme le mètre, la rime, certains aspects de la distribution du schwa, etc. Et les points élémentaires qui permettent de donner une caractérisation schématique du matériau textuel. L'approche formelle,
elle, laisse de côté l'étude historique de la langue qui est propre à l'approche philologique, et elle laisse de côté aussi la part herméneutique qui est propre aux approches littéraires. Donc cette approche formelle relève de ce que Jacobson appelait la poétique, et elle cherche entre autres à caractériser aussi précisément que possible les régularités propres à une production verbale donnée. Dans l'optique formelle, il y a plusieurs types d'analyses qui sont possibles. En français, on peut penser notamment aux analyses de Jacques Roubaud, de Benoît de Cornulier et de Paul Verleuten. L'approche que nous avons adoptée dans notre livre est partiellement comparable à chacune des trois approches que je viens de présenter, Roubaud, Cornulier, Verleuten, mais elle est sans doute plus proche de la dernière, qui est pourtant un peu moins connue, le travail de Paul Verleuten. Donc, sa spécificité est double. Elle s'inscrit dans le champ de la métrique générale et à l'intérieur de ce champ, dans le champ de la métrique dite générative. La métrique générale a pour but d'élaborer un système de notions et de principes qui puissent servir à décrire les traditions métriques à travers le monde. Elle essaie de mettre au jour ce qu'on peut appeler des grammaires métriques propres à des corpus donnés. Les composants de ces grammaires doivent être spécifiés de manière à pouvoir comparer entre elles des grammaires métriques sous-jacentes à certains corpus, ces corpus divers pouvant être composés dans des langues différentes. Les composants de la grammaire générale doivent donc être tirés d'un inventaire supposé universel, fixé à l'avance, comme par exemple l'inventaire des constituants métriques, dans lequel on a entre autres la position, le pied, le côlon ou l'hémistiche, le vers, etc., ou comme aussi l'inventaire des constituants linguistiques. Les grammaires, dans la métrique générale, les grammaires métriques ne se distinguent les unes des autres que par les composants qu'elles sélectionnent au sein de l'inventaire en question et par la manière de combiner les différents composants qui sont sélectionnés. Bien, donc la métrique générale trouve sa première ressource dans la linguistique, vous l'aurez compris. Dans la diversité des analyses possibles, celle qui est la nôtre est issue de la grammaire générative et a été appelée, je l'ai dit tout à l'heure, métrique générative après l'article fondateur de Halle et Kaiser en 1966 sur le maître de Chaucer. Cette métrique consiste à dégager une série de règles qui permettraient de produire l'ensemble des configurations métriques possibles pour un poète donné et uniquement cet ensemble de configurations. Dans cette perspective, le travail qui a le plus influencé notre approche, c'est le travail du linguiste américain Paul Kiparsky, notamment un article qui a été publié en 1977 dans Language et dans lequel Kiparsky étudie la structure rythmique des vers anglais. Alors, comme je l'ai dit en ouverture, l'écriture métrique suppose l'association d'éléments hétérogènes. Au sens large, le mot de concordance, qui est le mot principal du titre de notre ouvrage, la concordance chez Racine, donc au sens large, le mot de concordance désigne une mise en accord supposée harmonieuse de ces éléments hétérogènes que sont la forme métrique et les structures grammaticales de la langue. Au sens restreint, si on laisse de côté l'appréciation esthétique, on peut considérer que la concordance est l'ensemble des contraintes d'association qui ont cours dans un corpus donné et qui font des différentes expressions de ce corpus des expressions admises par le jugement métrique du ou des auteurs, ce jugement métrique pouvant être conscient ou inconscient. De ce point de vue, la concordance paraît être un problème fondamental en métrique, puisqu'il est très difficile d'imaginer un texte versifié, métrique, qui ne soit pas un minimum concordant, et donc on peut penser que dans l'écriture métrique, la concordance est une nécessité. Il y a diverses conceptions possibles de la concordance. La plus connue est issue de l'approche littéraire évoquée tout à l'heure, et cette approche littéraire, elle liste des cas de non-concordance qu'elle a appelés discordances. Les discordances, donc, ça regroupe un nombre fini de configurations qui sont considérées comme exceptionnelles. Et en fait, j'imagine qu'ici, tout le monde ou à peu près connaît la nomenclature scolaire universitaire stabilisée par les éléments de métrique française de Mazalera en 1974. Dans cette nomenclature, on a, d'ailleurs de façon plus ou moins cohérente avec la tradition, on pourra en reparler plus tard, on a des rejets, des contre-rejets et des enjambements
chacun de ces types pouvant être, chacune de ces configurations pouvant être interne ou externe au vers. Tributaire de cette approche littéraire, l'étude de la concordance est généralement considérée comme celle des relations entre syntaxe et maître. Et moi, dans le cadre de cet exposé, c'est à ça que je vais m'en tenir. Mais l'approche formelle a depuis longtemps montré que les choses sont en fait plus complexes que cela. Notre travail sur Racine avait pour premier objectif de mettre au jour cette complexité dans la poésie française et de décrire les différents phénomènes à l'œuvre dans la concordance, tout en montrant l'interaction des différents paramètres. Pour l'instant, je n'ai pas encore parlé de Racine, mais j'y viens. C'est de la question générale que nous nous posions, à savoir qu'est-ce que la concordance dans l'écriture métrique, que nous en sommes arrivés à travailler en particulier sur Racine. Nous supposons que la production métrique d'un poète donc, est l'émanation d'une grammaire métrique analogue dans son principe aux grammaires des langues. Cette grammaire distingue entre, d'une part, je l'ai dit tout à l'heure, les vers ou les assemblages de vers que le poète trouve acceptables et les autres. Le seul témoin de l'acceptabilité d'une forme est la présence de cette forme dans l'œuvre du poète. Un des éléments du style d'un poète est le degré de discordance qu'il se permet ou le degré de concordance qu'il requiert. Nous cherchions une caractérisation générale de la concordance qui soit valable au moins en première instance pour la poésie classique française et pour tous ses maîtres. Une telle caractérisation nous fournirait quelques-uns des paramètres grâce auxquels on pourrait spécifier la grammaire métrique qui définit le style de chaque poète. Nous avons donc cherché un corpus qui soit le plus proche possible de l'idéal de concordance pour, en décrivant ce corpus, arriver à entrevoir aussi précisément que possible ce qu'était cette concordance. Comme on considère généralement que c'est dans certains textes poétiques du XVIIe siècle qu'existe le plus haut degré de concordance, c'est là que nous avons cherché. Et nous avons choisi l'œuvre de Racine comme point de départ, parce que parmi les grands poètes qui ont écrit dans le système de l'alexandrin à césure classique, Racine semble être une référence pour les théoriciens. Alors, pour n'en donner qu'un exemple, Mourgue, dans la deuxième édition de son traité, parle des auteurs qui font règle, et le premier auteur qui cite comme auteurs qui font règle à propos des enjambements notamment, c'est Racine. Nous avons donc essayé de serrer d'aussi près que possible la limite entre ce que la grammaire métrique de Racine permet et ce que cette même grammaire exclut. Si donc, par analogie avec la description des langues, nous appelons grammaire métrique la description des régularités qui sous-tendent l'organisation métrique d'un morceau en vers, alors notre livre est consacré à la grammaire métrique des passages en alexandrin dans les pièces de théâtre de Racine. À travers Racine, donc, ce que nous cherchions à faire, c'était d'abord une caractérisation de la concordance en général, à travers la concordance pratiquée par un auteur classique. Donc, par induction, à partir de la pratique de Racine, on essaie d'en dériver des propriétés générales de la concordance. Deuxième élément, on essayait aussi d'évaluer le degré de concordance. Et ça, c'est un point important pour la concordance, c'est que contrairement à d'autres éléments d'analyse de la métrique, l'étude de la concordance permet d'identifier ou d'imaginer des vers qui seraient plus ou moins bien formés pour un auteur ou une période donnée, et elle permet d'évaluer différentes configurations de manière graduelle, c'est-à-dire en opérant des distinctions qui ne sont pas nécessairement binaires et exclusives, ni absolues. On peut considérer qu'il y a un certain degré, toute une échelle de complexité métrique avec la concordance. Donc, en d'autres termes, certains vers peuvent être plus ou moins concordants, et il faut distinguer entre ce qui est totalement exclu, ce qui est rare, et ce qui est fréquent, la fréquence de certaines configurations étant une des conséquences du degré de complexité autorisé dans un corpus donné. Tous les enjambements ne se valent pas. Et alors là, je vais commencer le partage d'écran. Pardon. Ah, je n'arrive pas à trouver ce qu'il me faut. Pardon. Voilà. Donc, tous les enjambements ne se valent pas. Et si on prend le distique que j'ai mis à l'écran, alors vous voyez, j'ai mis un astérisque pour signaler que ce distique peut être considéré comme mal formé. En tout cas, il ne serait pas possible dans une pièce, dans une tragédie de Racine. Un distique comme celui que vous avez sous les yeux, tandis que Néron s'abandonne au sommeil de l'empereur, venez attendre son réveil. Un distique comme ça est totalement exclu dans une tragédie de Racine. En revanche,
il ne semble pas l'être totalement dans la comédie des plaideurs. Par ailleurs, on remarque que ce n'est pas le chevauchement lui-même qui est exclu, puisqu'on peut bien trouver dans une tragédie un distique comme celui que vous avez à l'écran. Je ne sais pas, je vais peut-être mettre en diaporama. Voilà, puisqu'on peut bien trouver dans une tragédie un distique comme celui-ci, hein, où vous avez « Quel père je quitterai » en italique, qui chevauche la fin du vers. Donc là, on voit déjà qu'il y a une différence entre tragédie et comédie, et puis il y a des différences à l'intérieur des types d'enjambement. De la même manière, dans une pièce de Racine, dans une tragédie de Racine, on peut trouver des vers comme celui-là, « Revenez tout couvert du sang de l'infidèle », alors la barre oblique marque la césure, hein. On trouve ça très fréquemment. En revanche, on trouve un peu moins fréquemment, mais on en trouve quand même des vers comme celui-ci, « Il n'y travaillera que trop bien l'infidèle », mais on ne trouvera pas dans les pièces de Racine un vers comme celui-là, « Il le ferait assez noblement l'infidèle ». Bien, donc on le voit, il y a toute une palette d'abord de possibilités de discordance et de chevauchement, et en fait il y a aussi des préférences à l'intérieur de ces possibilités et de ces chevauchements, et donc c'est ces préférences pour certaines configurations que l'analyse métrique doit pouvoir repérer, éventuellement expliquer, et en tout cas prédire par extrapolation. De cette recherche, nous attendions également des notions et des observations qui permettent de comparer les écritures métriques de différents auteurs ou de différentes périodes en observant précisément ce qu'admettait l'auteur et ce qu'il n'admet pas. Donc, nous pouvons présenter des résultats de ce type-là, et cette année, j'ai dû enseigner un petit peu sur la métrique de Boileau, et j'ai observé, à partir du système que nous avons établi, hein, des différences d'écriture métrique entre Racine et Boileau, par exemple. Et on voulait pouvoir aussi étudier des sous-styles métriques à l'intérieur d'une œuvre ou d'un corpus donné. Donc, par exemple, avec ce qu'on a proposé, on pourrait essayer d'étudier la progression de l'écriture métrique d'un auteur ou les sous-corpus qui peuvent se dégager. Bon, chez Racine, le plus évident étant la répartition entre tragédie et comédie. Comme ni François Del ni moi-même ne sommes historiens, nous avons le plus souvent fondé nos analyses sur des catégories grammaticales communément admises en linguistique et appropriées à l'étude du français contemporain. Dans certains cas, notre cadre théorique et nos observations nous ont conduits à proposer des catégories nouvelles. Je suis bien conscient que cette méthode peut paraître contestable du fait de son aspect non historique dont parlait Gilles tout à l'heure, hein, mais cette méthode se fonde sur l'hypothèse qui nous a paru assez raisonnable que de nombreux paramètres sont quand même communs à la langue du XVIIe siècle et à la nôtre, et que beaucoup de choses, et même peut-être en ce qui concerne la concordance, l'essentiel, beaucoup de choses donc peuvent peut-être être découvertes à travers une description non historique. Notre pari consistait aussi à considérer que nous étions fondés à travailler avec les moyens et les données textuelles dont nous disposons, nous, locuteurs du XXIe siècle, certaines autres données, notamment sur la réalisation phonétique de l'accent en particulier, la diction des vers, etc., nous échappant en grande partie. Donc, nous avons espéré pouvoir dégager une image claire et intéressante de l'écriture métrique de Racine, même si cette image est très incomplète et qu'elle est dégagée à partir de méthodes qui tiennent peu compte de la distance temporelle. Je l'ai dit plusieurs fois maintenant, hein, dans un texte métrique, le même objet langagier, le même texte, a deux structures qui se déploient conjointement, la structure grammaticale et la forme métrique. Voici un exemple de cette double structuration représentée graphiquement dans un diagramme, hein, qui a une forme d'arbre. Donc, vous avez deux structurations. La structure grammaticale en haut et puis la structure métrique en bas. La structure grammaticale, c'est l'organisation du texte lorsqu'on le considère indépendamment du fait qu'il fait partie d'un poème. Si là, vous voyez la ponctuation n'apparaît pas, ben, à part ça, je répondrai, madame, avec la liberté d'un soldat qui s'est mal fardé la vérité. Ça peut très bien, c'est une phrase tout à fait bien formée du français, même si on ne considère pas que c'est une suite de vers. Bien, dans le diagramme qui est ci-dessus, hein, enfin, que vous avez face à vous, plutôt, pardon, la structure grammaticale est représentée de façon très schématique par un arbre simplifié, et la correspondance entre la structure grammaticale et la forme métrique se fait par l'intermédiaire de la correspondance entre les voyelles de l'expression et les positions métriques. Les voyelles, vous les avez sous la forme en alphabet phonétique international, au-dessus de la ligne de pointillés, et puis les positions métriques, ce sont les croix qui se trouvent de l'autre côté
de la ligne de pointillé. La structure grammaticale que j'ai représentée ici, hein, c'est la structure syntaxique, enfin, une représentation schématique de la structure syntaxique. Et dans cette structure syntaxique, chaque phrase est représentée par un arbre dont les nœuds sont des constituants grammaticaux. Donc, vous avez la phrase, et puis j'en ai indiqué quelques autres, hein, le syntagme verbal, syntagme prépositionnel, etc. Eh bien, un hémistiche, dans la structure métrique, un hémistiche, c'est une suite de 6 positions qui toutes sont associées à une voyelle. La forme métrique, comme vous le voyez, et c'est peut-être une nouveauté par rapport à d'autres approches, hein, la forme métrique est organisée, elle aussi, en une hiérarchie de constituants. Dans la tragédie racinienne, les constituants métriques sont la position, l'hémistiche, le vers et le distique. Est-ce que vous voyez, la position, c'est des croix, donc H signale l'hémistiche, le nœud vers désigne le vers et distique, le distique. L'idée générale, c'est que la concordance, l'idée générale de notre analyse, hein, c'est que la concordance consiste à associer constituants grammaticaux et constituants métriques de manière à ce que, même si, comme vous le voyez, il n'y a pas de symétrie absolue entre les arbres, bien sûr, donc ces arbres sont associés de manière à ce que la structure métrique, la partie basse donc, du diagramme, soit induite aussi aisément que possible de la structure grammaticale. Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure et je le répète ici, il est important de penser que la concordance ne peut pas être décrite en termes uniquement syntaxiques. La concordance, c'est bien une tendance à faire coïncider les frontières des constituants métriques avec des frontières de constituants grammaticaux, mais la coïncidence en question peut concerner différents types de structuration grammaticale. Premier type de structuration grammaticale, l'alignement, la structuration syntaxique, et dans ce cas-là, on a un alignement syntaxique entre la structure métrique et la structure grammaticale. Et pour ce qui est de la syntaxe, nous avons parlé de congruence. Ça, c'est ce que nous avons réservé à l'association de la structure syntaxique et de la structure métrique. Mais il faut aussi prendre en compte la structure prosodique, et dans ce cas-là, on a un alignement d'un type un peu différent. Et pour désigner cet alignement de la structure prosodique avec la structure métrique, nous avons adopté le terme de cohésion. Donc, congruence pour la syntaxe, cohésion pour la prosodie. Et moi, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est surtout ce qui relève de la congruence. Une fois qu'on a établi ces deux dimensions, congruence et cohésion, on en est arrivé au constat que, par ailleurs, il fallait prendre en compte le paramètre de l'accentuation indépendamment de la syntaxe et de la prosodie, et que ce paramètre était nécessaire pour obtenir une description satisfaisante de la concordance, ce qui nous a amené à considérer en français, comme c'était le cas chez Kiparski pour les maîtres anglais, donc considérer qu'il y avait deux types de contraintes dans la concordance, les contraintes qui portent sur les groupements, l'alignement des groupements, et des contraintes qui portent sur les proéminences, sur l'alignement des proéminences, mais je ne parlerai pas de la proéminence aujourd'hui. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui et pour donner une idée de notre travail, je vais présenter notre analyse rapidement de la congruence. Je vais la présenter de manière un peu sommaire et je vous prie par avance de m'excuser si c'est un peu rapide ou un peu trop schématique. La congruence, donc, je l'ai dit, concerne l'alignement des frontières de constituants syntaxiques avec les frontières de constituants métriques. Pour l'étudier, nous sommes partis des deux règles formulées par Lancelot en 1650 et Mourgue en 1685. Voilà les règles en question. Le sens continuant après la césure, il faut qu'il aille au moins jusqu'à la fin du vers, dit Lancelot. C'est un enjambement vicieux dans la poésie française que de pousser le sens qu'on aura commencé dans un vers jusque dans le vers suivant et de reprendre là quelques sens nouveaux avant la fin du vers. La formulation de ces règles, comme vous le voyez, repose sur la notion de sens, une notion qui, comme chacun sait, est une notion à géométrie un peu variable, et donc ça rend un peu délicate l'évaluation des configurations rencontrées chez Racine, si on s'en tient à cette manière d'analyser les choses. Ça rend difficile aussi l'analyse systématique des textes. Par exemple, j'en prends qu'un exemple, hein, mais si on prend ce vers de Bérénice, mais il ne s'agit plus de vivre, il faut régner. Dans ce vers-là, si on se contente de la notion de sens, on peut se demander où s'arrête le sens. Est-ce que le sens s'arrête à vivre ou est-ce qu'il faut prendre en compte l'ensemble de l'énoncé? Bien, pour remédier à ce problème, nous avons donc procédé à une reformulation des règles de Lancelot et Mourgue en termes syntaxiques, reformulation qui présente par ailleurs deux avantages, celui de les réunir en une seule
généralisation. Et deuxième avantage, de faire des prédictions nouvelles. Mais cette reformulation, avant que je vous la présente, il nous a fallu d'abord la fonder sur d'autres notions utiles pour l'analyse. Et donc, il nous fallait deux choses. D'une part, définir la saillance des positions métriques et des constituants métriques qui leur sont associés. Donc, premier élément, il fallait définir la saillance des positions métriques. Et deuxième élément, il nous fallait aussi déterminer les constituants pertinents pour l'évaluation de la congruence. Alors, je commence par la saillance. Pour déterminer la saillance des positions métriques, on s'est d'abord servi d'une notion que nous avons forgée, qui est la notion de borne. Une borne, c'est la dernière position d'un constituant métrique. La dernière position d'un constituant métrique. Comme on l'a vu tout à l'heure dans l'arbre, le premier niveau de constituant sans métrique, c'est la position. Chaque position est une borne, puisqu'elle est finale d'elle-même, bien sûr. Mais ça, c'est le premier niveau. Au niveau supérieur, dans l'hémistiche, vous le voyez à l'écran, vous avez la dernière position de l'hémistiche qui est plus saillante que les autres, c'est la borne. D'accord ? C'est la borne de l'hémistiche. Et ensuite, vous avez la borne du verre qui est la dernière position du verre, etc. La saillance d'une borne est d'autant plus grande que la position qu'elle occupe dans la hiérarchie métrique est haute. Donc la saillance de cette borne-là sera moins élevée que la saillance de cette borne-là, puisque celle-là est finale d'hémistiche, et celle qui est finale d'hémistiche, la borne qui est finale d'hémistiche aura une saillance moins élevée que la borne finale de verre. Bien. La hiérarchie des constituants métriques, donc vous l'avez sous les yeux dans l'arbre, et maintenant voilà un résumé de l'échelle des saillances. Voilà ce que nous pouvons observer dans le théâtre racinien. On a la position non finale d'un hémistiche qui a une saillance de 0, la position finale du premier hémistiche ou la césure, saillance de 1, position finale du premier vers d'un distique, saillance de 2, et position finale de distique, saillance de 3. Je précise au passage que ces différents degrés ne donnent qu'une partie du bas de l'échelle des saillances possibles en métrique générale. C'est celles qui sont pertinentes pour Racine, mais vous remarquez qu'il n'y a pas de prise en compte des bornes de fin de pied, puisqu'on considère qu'il n'y a pas de pied chez Racine, et il n'y a pas de prise en compte non plus des constituants supérieurs aux distiques, comme pourrait l'être ce que Benoît Cornulier a appelé des modules ou des strophes, par exemple. Bien, les bornes, comme leur nom l'indique, permettent de désigner des frontières de constituants. La saillance d'un constituant métrique est donnée par sa borne finale. Donc un hémistiche, ça a une saillance de 1. Pour tout texte métrique, les constituants linguistiques cette fois-ci, étant associés à la structure métrique, on peut se servir de la saillance métrique, ce que je viens de vous présenter, pour attribuer une saillance à un constituant linguistique. Voilà la définition qui va avec, saillance d'un constituant grammatical, la saillance d'un constituant grammatical et la saillance de sa borne métrique finale. En vertu de cette définition, la saillance d'un constituant grammatical et la saillance de sa borne métrique finale, en vertu de cette définition, dans un vers comme celui-ci, d'Andromaque, faut-il qu'un si grand cœur montre tant de faiblesse? Dans un vers comme celui-là, vous avez les saillances suivantes. Faut-il qu'un si grand cœur montre tant de faiblesse? C'est le constituant en phrase, il a une saillance de 3, puisque vous le voyez, c'est un vers pair, donc c'est une fin de distique. Qu'un si grand cœur montre tant de faiblesse, aussi une saillance 3, puisqu'il se termine au même endroit, etc., etc. Donc vous avez beaucoup de constituants emboîtés les uns dans les autres qui se terminent à la fin du vers et qui donc ont une saillance de 3. Un si grand cœur, en revanche, un si grand cœur a pour dernière voyelle cœur, qui est sur la dernière position du premier hémistiche, et donc il a une saillance de 1 et montre à une saillance de 0, puisque ces voyelles ne sont associées à aucune fin d'hémistiche. Bien, à partir de ça, à partir des notions de borne et de saillance, on a pu réfléchir à ce qu'était un chevauchement et proposer une définition de la discongruence, et donc, par contre-coup, une contrainte de congruence. Voilà pour le chevauchement. Un chevauchement, on considère qu'il y a chevauchement quand un constituant chevauche une borne, s'il contient la voyelle associée à cette borne, ainsi que la voyelle associée à la position métrique qui la suit immédiatement. Donc, pour qu'un constituant soit considéré comme chevauchant, il faut qu'il comprenne à la fois la dernière position du premier hémistiche, par exemple,
et la première position du second hémistiche. Une fois qu'on a établi ce qu'était un chevauchement, voilà la définition de la discongruence. On dit qu'une borne est discongruente si la saillance de la borne est supérieure à celle du constituant qui chevauche cette borne. Donc, si la borne qui est chevauchée a une saillance plus élevée que la fin du constituant, alors il y a discongruence. Et, exemple simple, si on prend ce vers d'Alexandre le Grand, comment prétendez-vous que je vous traite en roi? La césure est après vous. Le constituant qui chevauche cette césure, c'est comment prétendez-vous que je vous traite, la phrase entière. Ce constituant se termine sur une position qui a une saillance de 0, le est, et donc le constituant a une saillance de 0, mais la borne, elle, étant la césure, c'est une saillance de 1. Donc la borne chevauchée est plus saillante que la fin du constituant et que le constituant lui-même, donc on peut dire que cette borne est discongruente. Donc, on peut dire que la césure dans ce vers est discongruente, ou on peut dire de la même, enfin inversement, mais c'est une différence de formulation, mais ça dit la même chose, que le constituant, comment prétendez-vous que je vous traite, est discongruent à la césure. Voilà, maintenant, la contrainte de congruence, c'est rien d'autre que l'exclusion des discongruences, l'interdiction des discongruences. Donc, c'est un peu tautologique, hein, congruence, une borne métrique ne doit pas être discongruente. En résumé, un constituant ne peut chevaucher une borne que s'il s'étend jusqu'à une borne de niveau au moins égal. Maintenant qu'on a cette manière de voir les choses et cet ensemble de notions, il ne nous reste qu'à examiner toutes les bornes non nulles du texte, puisque donc les bornes de saillance 1, 2 et 3, puisque les bornes de saillance nulle ne peuvent pas être discongruentes, puisqu'il n'y a rien en dessous. Donc, on peut toutes les passer en revue, mais avant ça, ou alors dès qu'on commence à le faire, on s'aperçoit qu'il y a un tout petit problème terminologique qui nous reste, c'est que, rappelons-nous le vers d'Andromaque de tout à l'heure, faut-il qu'un si grand cœur montre tant de faiblesse, voilà, celui-là, vous voyez qu'on a une borne, la borne qui est la césure, qui est chevauchée par trois constituants différents. Faut-il qu'un si grand cœur montre tant de faiblesse, qu'un si grand cœur montre tant de faiblesse, et un si grand cœur montre tant de faiblesse. C'est trois constituants différents qui tous chevauchent la borne. Il faut savoir lequel est pertinent pour analyser la congruence. Bon, dans un cas comme celui-là, ce n'est pas très important, puisque de toute façon, ils ont la même saillance, donc ça donne le même résultat, et on peut considérer que simplement, ils sont redondants. Oui, mais si on a un cas comme celui que vous avez sous les yeux, qui est tiré d'Athalie, et périssez du moins en roi s'il faut périr, dans ce cas-là, on a deux constituants qui chevauchent la césure, ils sont emboîtés l'un dans l'autre, mais il y en a un qui est discongruent et l'autre pas. La phrase matrice « périssez du moins en roi s'il faut périr » est congruente, puisqu'elle se termine en fin de distique, saillance 3, le constituant phrase matrice est de saillance 3 alors que la césure est de saillance 1, donc là c'est congruent. En revanche, la phrase qui est incluse « périssez du moins en roi », celle-là, c'est bien un constituant linguistique qui chevauche la césure, mais celui-là, il chevauche une césure de saillance 1 et il a, lui, une saillance de 0. Donc, on a une discongruence à la césure. Donc, ça nous a amené à discriminer entre les différents constituants qui chevauchent une frontière métrique, la césure, la fin de vers ou la fin de distique, et ça nous a amené à proposer la notion de charnière minimale. La charnière minimale d'une borne métrique, c'est le plus petit des constituants grammaticaux qui chevauchent cette borne. Donc, on considère que le constituant pertinent pour évaluer la discongruence, c'est le plus petit constituant qui chevauche une borne. Arrivé à ce point, nous avons pu évaluer en partie ce qu'était la congruence chez Racine, mais avant d'en arriver au résultat, je voudrais insister sur les conséquences de l'approche que je viens de présenter, qui sont en fait autant aussi de spécificité ou d'originalité de cette approche. Premier élément, nous avons travaillé, comme vous l'avez vu, avec la notion de constituant et non avec la seule notion de phrase. Je fais référence à la notion de phrase parce que c'était notamment ce qui avait été le choix de Robert Garrett dans son livre, dans son travail sur la phrase de Racine. Le travail de Robert Garrett était fondé sur deux définitions de la phrase, l'une syntaxique et l'autre stylistique. Et après, il faisait des calculs pour essayer de savoir combien de phrases se terminaient à une fin de vers, etc. Notre approche à nous
couvre un éventail beaucoup plus élevé de cas que celui que représente la seule notion de phrase, puisque par définition, en syntaxe, la phrase désigne le constituant qui contient tous les autres. Comme le montre l'exemple d'Atali qu'on vient de voir, une phrase congruente peut contenir des constituants qui, eux, ne sont pas congruents. Bien, alors on a étendu la conception de la congruence à tous les constituants. Ça ne veut pas dire qu'on a réglé pour autant la notion de phrase, les problèmes rencontrés avec la notion de phrase, mais ça, c'est un autre problème dont on discutera peut-être plus tard. Deuxième spécificité, notre définition repose sur des saillances attribuées à des fins de constituants de la structure métrique et elle inclut 4 niveaux de saillance, 0, 1, 2 et 3. Donc, position non finale d'hémistiche ou de vers ou de distique, et puis position finale d'hémistiche, position finale de vers, position finale de distique. Si on observe la structure métrique, on se rend compte que ça signifie qu'en pratique, pour le niveau de l'hémistiche et du vers, tout constituant grammatical qui chevauche une borne doit se poursuivre jusqu'à un constituant de niveau supérieur. Si un constituant chevauche une césure, ce constituant doit aller au moins jusqu'à une fin de vers, puisque césure, saillance 1, fin de vers, saillance 2. Si un constituant chevauche une fin de vers, saillance 2, ce constituant doit aller jusqu'à une fin de distique, saillance 3, puisqu'il ne peut pas aller à une autre fin de vers sans passer par une fin de distique. D'accord ? Donc, il doit aller à un constituant plus élevé. Enfin, si en revanche un constituant chevauche une fin de distique, saillance 3, la fin de distique, alors ce constituant doit s'arrêter à une borne de niveau égal, c'est-à-dire à une autre fin de distique. Ça veut dire que dans notre approche, et on a vu, et après les résultats qu'on a trouvés nous montrent que c'est valable comme conception, dans notre approche, une phrase qui commence au deuxième vers d'un distique et qui se termine au premier vers du distique suivant est une phrase discongruente. Et donc, c'est évité par racine. Troisième spécificité de notre approche, notre définition de la congruence se distingue de la concordance de Masalera, par exemple, pour qui un constituant qui chevauche une borne de saillance 1 ou 2, par exemple, doit s'arrêter à une autre borne de saillance non nulle. Donc, par exemple, pour Masalera, un constituant qui chevauche une fin de vers et s'arrête à une fin d'hémistiche est considéré comme concordant pour Masalera. Pour nous, en revanche, on considère que ce genre de configuration est discongruente. Voilà un exemple chez Racine. Bajazet est aimable, il vit que son salut dépendait de lui plaire et bientôt il lui plut. J'ai souligné la charnière minimale. Cette charnière commence dans le premier vers du distique et se termine à l'hémistiche, enfin à la césure du second vers. Et pour nous, c'est une configuration discongruente et de fait, elle est évitée par Racine. Enfin, notre définition de la congruence, qui repose sur la saillance des bornes et des constituants, fait une prédiction qui n'existait pas à ma connaissance, ou en tout cas qui n'avait pas été formulée et étudiée de manière systématique en métrique française. C'est la prédiction selon laquelle les chevauchements de fin de distique sont contraints. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure, les chevauchements de fin de distique sont contraints, mais ça veut dire qu'ils sont contraints différemment des fins de vers. Un constituant qui chevauche une fin de vers doit s'arrêter à une fin de distique, mais un constituant qui chevauche une fin de distique ne peut s'arrêter qu'en fin de distique, qu'à la fin du distique suivant. Bien. Et donc ça, c'était quelque chose qui n'avait pas été mentionné. Enfin, il y a un article de Wexler qui dit ça, un article en anglais qui dit ça, mais qui ne l'étudie pas de manière systématique et qui l'étudie uniquement à partir de considérations un peu générales comme la ponctuation ou la répartition des répliques. En un mot, notre définition de la congruence est beaucoup plus stricte que les définitions de la concordance qui existaient auparavant. Détail de notation, notre manière d'exposer les choses permet aussi, grâce à la numérotation de la saillance des bornes, de distinguer les différents types de discongruence en les qualifiant par une paire de chiffres qui indique la saillance de la borne chevauchée et celle de la charnière minimale. Une discongruence 1,0, c'est une discongruence dans laquelle un constituant chevauche une fin d'hémistiche sans aller à une fin de vers. On a aussi une discongruence 2,1, ça chevauche une fin de vers et ça s'arrête à une fin d'hémistiche. Discongruence 3,2, ça chevauche une fin de distique et ça s'arrête à la fin d'un vers interne de distique. Bref, je résume avec une échelle des discongruences possibles dans le théâtre de Racine. Voilà l'échelle des discongruences possibles. Vous avez
à la césure un seul cas possible, 1, 0, c'est un constituant qui chevauche la césure et qui s'arrête avant la fin du vers. Pour la fin de vers impair, donc fin de vers interne de distique, vous avez 2 cas possibles. Le constituant peut s'arrêter à la césure qui suit ou avant la césure qui suit. Et puis pour les fins de distique, vous avez 3 types de discongruence possibles. 3-2 si ça s'arrête à la fin d'un vers, 3-1 si ça s'arrête à une fin de césure, 3-0 si ça s'arrête à l'intérieur d'un hémistiche. C'est avec ces notions et ces catégories que nous avons pu donc nous lancer dans une analyse du théâtre complet de Racine. Et voici quelques résultats auxquels nous sommes parvenus. Tout d'abord, après l'analyse des textes, nous pouvons affirmer, contrairement à ce que vous attendiez, j'imagine, et ce que nous, on attendait en commençant la recherche, à savoir que Racine commet des infractions à congruence, mais que la gamme des discongruences qu'on trouve chez lui est très limitée, très restreinte. Mais alors justement, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont les restrictions en question. Et sur quoi est-ce que c'est restreint? Alors d'abord, la restriction est quantitative. Donc l'ensemble des alexandrins de Racine, c'est 18 507 vers. 18 507 vers. Et sur ces 18 507 vers, voilà les discongruences que nous avons pu relever dans le théâtre de Racine. Pour la césure, 513 cas. Pour les fins de vers impairs, vous avez 58 et 153 en fonction de la configuration. Pour les fins de distique, 268, 56, 85. Alors, là, les chiffres que je donne, évidemment, c'est des chiffres bruts, ça ne parle pas forcément énormément comme ça. Vous avez la liste de toutes les discongruences dans le livre, elles sont données en annexe à la fin. Vous pouvez, dès que vous rencontrez une discongruence chez Racine, aller vérifier si elle fait partie des listes ou pas. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on sera toujours très intéressés. Je précise aussi que ces listes, elles sont intéressantes, mais elles sont très précises, mais elles ne sont probablement pas fiables à quelques unités près. C'est-à-dire qu'il est tout à fait probable qu'on ait raté une ou deux discongruences dans certaines pièces. La seule pièce pour laquelle on peut être à peu près certain du dénombrement, c'est Britannicus. Pour les autres, on a pu en oublier quelques-unes. Bien, à partir de ces chiffres, quand même, je vais les commenter rapidement, on voit quand même que Racine a une préférence extrêmement nette pour les situations de congruence, puisque sur 18 507 vers, si on prend la césure par exemple, on en a moins de 3% qui contiennent une discongruence. Donc, c'est quasiment rien. Et pour les fins de distique, quel que soit le type de discongruence, si on cumule tous les types de discongruence et qu'on fait un pourcentage, ça revient à moins de 5%, 4,4% de fins de distique qui sont discongruentes. Bien, donc, première restriction, donc, quantitative. Racine fait très peu de discongruence. Maintenant, deuxième type de restriction, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, c'est qu'on s'aperçoit que Racine ne traite pas de la même manière toutes les discongruences. Et donc, on peut séparer différents types de discongruences. Donc, restriction qualitative. Premier élément, on remarque que dans un nombre très important de discongruences, la borne qui est chevauchée, donc hémistige, enfin césure, fin de vers ou fin de distique, la borne qui est chevauchée coïncide avec une frontière de constituants dont l'un est syntaxiquement détaché, comme dans les vers suivants. Là, je ne m'explique point, Haussmann, mais je prétends. Mais enfin, je commence à prétendre de traverse, Madame a rassemblé vos excuses diverses. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur. À vos douleurs, je viens joindre mes larmes. Ma main de cette coupe épanche les prémices, dit-il. Dieu que j'appelle à cette effusion, venez favoriser notre réunion. Donc, vous avez là des cas assez typiques, et vous voyez avec ces exemples que dans la majorité des cas, et alors là, c'est vraiment l'immense majorité des cas, le volet droit de la charnière minimale est une apostrophe ou une incise, parfois une incidente, comme sans doute. Ou une modalisation, pardon. Donc ça, c'est l'immense majorité des cas. Il y a d'autres cas, cependant, qui ne sont pas exactement comme ceux-là, où on a des constructions pour lesquelles l'idée qu'il s'agisse de détachement n'est pas forcément évident. Voilà des exemples. L'intérêt, la raison, l'amitié, tout vous lie. Donc là, c'est la coordination. Mais si dans le combat, le destin plus puissant marque de quelque affront son empire naissant, s'il fuit, ne doutez point que, fier de sa disgrâce, à la haine bientôt il me joigne l'audace. Là, on voit que c'est à nouveau une coordination entre deux conjonctifs circonstanciels. Et puis, là, on a un cas de détachement, comme les analyses Bernard Combette. Déjà sûr de mon cœur à sa flamme promis, il s'estimait heureux, vous me l'aviez permis. Et donc là, on a une construction détachée qui se trouve dans le vers A et puis dans le vers B,
dans le premier hémistiche du verbe be, on a le pronom qui sert de support à cette construction détachée. Bien, donc les cas que vous avez sous les yeux ne sont pas des cas exactement semblables à ceux qui précèdent, d'accord? Mais dans tous les cas, on a quand même, qui coïncide avec la borne chevauchée, une frontière syntaxique qui suppose un relâchement de la liaison syntaxique et qui coïncide généralement, enfin probablement, avec une frontière prosodique forte qui correspond à ce que les théories contemporaines peuvent appeler un groupe intonatif. Bien, dans tous ces cas, donc on a l'impression que Racine est plus permissif. Je profite de ces exemples, puisque vous les avez sous les yeux, pour noter un point de méthode dans notre analyse, hein, c'est que dans certains cas, l'analyse syntaxique est incertaine. Par exemple, si vous prenez l'exemple de Bajazet que vous avez sous les yeux, l'analyse syntaxique nous a paru incertaine, c'est-à-dire qu'il est possible que l'on ait deux conjonctifs circonstanciels coordonnés et puis ensuite le verbe principal douter point. Mais il est possible aussi qu'on ait une conjonctive circonstancielle portant sur l'ensemble formé par la seconde conjonctive circonstancielle et ce qui suit. Les deux analyses nous paraissent possibles et en l'absence de critères suffisants pour distinguer, hein, nous avons tranché pour la configuration qui était la moins congruente. C'est pour ça qu'on considère qu'il y a discongruence ici. Voilà, ça c'était pour un point de méthode. Bien, donc ça c'était un premier élément. Quand il y a une forme de détachement, enfin une frontière entre deux constituants dont l'un a l'air détaché à la borne, il y a une permissivité de Racine. Deuxième cas intéressant, on remarque que Racine est particulièrement strict en ce qui concerne certains constituants, et les constituants en question, c'est très simple, c'est les syntagmes nominaux, les syntagmes adjectivaux, adverbiaux et prépositionnels. Et en fait, en pratique, il n'y a quasiment aucune discongruence, je vais vous donner les chiffres après, il n'y a quasiment aucune discongruence à l'intérieur d'un de ces syntagmes dans tout le théâtre, dans toutes les tragédies de Racine, mais même dans le théâtre en général, ce qui nous a amené à formuler la caractérisation qui nous paraît la plus proche de la congruence chez Racine. Voilà. La discongruence est interdite si la borne se trouve à l'intérieur d'un groupe intonatif et qu'en outre, sa charnière minimale est un syntagme nominal, un syntagme adjectival, un syntagme adverbial ou un syntagme prépositionnel. Cette généralisation-là permet de traiter quasiment tous les verbes de Racine. Et en fait, voici les chiffres des infractions à cette règle Congrac. Alors, le terme n'est pas très joli, hein. Voilà, on a fait quelque chose qui était commode. Et donc voilà les chiffres des infractions à Congrac. Dans toute l'œuvre de Racine, enfin dans les 18 507 alexandrins de Racine, vous avez 3 infractions à la césure, 2 à la fin de vers impair, et puis 10 en fin de distique. Et encore, si on distingue entre les plaideurs et les tragédies, voilà, il ne reste plus que 6 exceptions dans toutes les pièces de Racine, dans les tragédies. Et dans les tragédies, ces exceptions, vous le voyez, ça n'est jamais un cas avec fin de constituant à l'intérieur d'un hémistiche. Bien. Est-ce que j'ai encore un tout petit peu de temps ou est-ce qu'il faut que je m'arrête là? Je t'entends plus, Gilles. Tu as recoupé ton micro. Peut-être encore 5 minutes, ça va? Ça t'ira? C'est très bien. C'est parfait. C'est parfait. Donc, pour finir, je voudrais insister sur 2 points. D'abord, notre analyse de la congruence est fondée sur l'alignement des fins de constituants, ce qui veut dire que les débuts de constituants ne sont pas soumis à des contraintes d'alignement, ce qui tend à invalider l'idée qu'il y aurait une pertinence à la notion de contre-rejet. Ça, c'était la première chose. Et la dernière chose, vous l'aurez remarqué, nous n'avons pas cherché à tirer de nos analyses des conclusions stylistiques, puisque nous avons considéré que c'était quelque chose que nous pourrions faire dans un second temps, une fois que nous aurions caractérisé précisément les choses d'un point de vue grammatical. Mais les considérations qui précèdent laissent penser que dans bien des cas, les contraventions à la congruence sont délibérées et nos analyses permettent donc de faire apparaître des lieux de singularisation particulière dans le texte racinien. Voilà, par exemple, si on prend le seul exemple que nous avons relevé en syntaxe liée
de discongruence 3,0 qui ne soit pas dû à une interruption. Pardon, c'est celui-là. Soit vertu, soit amour, mon cœur s'en effarouche. L'aimable Bérénice entendrait de ma bouche qu'on l'abandonne. Ah, reine, qu'il aurait pensé que ce mot dût jamais vous être prononcé. Nous sommes en syntaxe liée, même s'il y a une virgule, on pourra discuter de cette virgule. Mais dans ce cas, on voit bien que la discongruence est clairement motivée par une représentation métrique de l'effroi d'Antiochus et de la mise à distance par ce même Antiochus du discours rapporté qu'il envisage, la discongruence séparant en fin de distique la bouche origine du propos et le propos lui-même qui est craint. Voilà, je m'arrête ici. Je vous remercie beaucoup de votre attention pour cet exposé qui était peut-être un peu indigeste. Et voilà, je m'arrête. Alors, merci encore à Romain. Et donc, je vais peut-être donner la parole à John Hembley, que je vais présenter. Je vais essayer de partager l'écran. Voilà. Alors, John Hembley donc, est professeur émérite de l'Université de Paris 7 et spécialiste de l'emprunt et de la terminologie, de la néologie. Il est l'auteur d'une thèse en 1990 sur l'intégration des anglicismes contemporains dans un corpus de dictionnaire. C'était sous la direction de Bernard Quemada. Ensuite, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur les anglicismes. Je citerai des titres récents comme Les anglicismes dirigés avec Daniel Candel, ici présente, paru chez Garnier en 2017. Il s'est également intéressé à la terminologie et à la postérité de Wüster, et il a d'ailleurs été récipiendaire du prix Wüster. Et il a fondé en 2007 avec le regretté Jean-François Sablérol la revue Néologica qui est éditée chez Garnier, que je signale à toutes et à tous, cette revue importante. Et donc, il nous présente aujourd'hui la néologie terminologique, parue en 2018 chez Lambert Lucas, et qui a obtenu le prix Émile Benveniste. Merci. Je te donne la parole, John. Voilà, merci beaucoup, Gilles. Merci de l'invitation. D'autant plus que ce que je vais vous raconter ne relève pas pleinement vraiment de l'histoire de la langue. Je vais essayer de me rattraper en illustrant donc les principales thèses du livre par un exemple d'une constitution de vocabulaire au milieu du 19e siècle. Donc, on ne va pas déroger complètement. Par ailleurs, je voudrais saisir l'occasion pour remercier Françoise Berland, parce que c'est grâce à elle que je suis ici encore aujourd'hui, à la suite d'une conversation dans un couloir de Villetaneuse dans les années 70. Françoise m'a proposé de participer à un travail, je crois, de transcription du Ferraud. Et par la suite qui a mené à donc des études sur les emprunts dans le Ferraud et une initiation à l'histoire de la langue, parce que l'histoire de la langue pour moi c'était l'ancien français. Donc voilà. Alors, pourquoi un livre? Donc, pour caractériser la néologie en terminologie, donc ça c'est la première partie, je vais essayer de faire un petit tour d'horizon. Ensuite, dénoncer quelques hypothèses qui peuvent rendre compte de cette configuration, et puis de donner un exemple de néologie terminologique rétrospective, qui sera donc la constitution d'un premier vocabulaire de l'enregistrement sonore, d'où ma question de tout à l'heure sur les déclamations de vers. Je pense que là, il y a une dimension historique intéressante à étudier. Alors, la néologie est une question fondamentale pour la terminologie. Tous les manuels de terminologie le disent, mais peu en font la démonstration. C'est moins le cas pour la linguistique. Là, je pense à un commentaire de Bernard Combette, je pense que c'était ici pendant le séminaire du mois de mars. Il disait que l'histoire de la langue, finalement, c'est l'histoire de la grammaire. Or,
je suis désolé, là, en terminologie, bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de grammaire du tout, mais enfin, ce n'est pas ce n'est pas l'intérêt principal. Alors, pourquoi un livre, pourquoi une monographie sur la néologie en terminologie? Il n'y a aucune étude approfondie sur la question, qui est assez étonnant. Il n'y avait pas de livre vraiment sur la question. Et donc, c'est un livre qui s'adresse peut-être d'abord aux linguistes pour essayer de convaincre du sérieux des études à la fois de terminologie et de néologie, les deux étant relativement marginales en linguistique. Donc, il y a quelque part une démarche militante. On s'adresse également aux spécialistes, à des spécialistes de domaine qui peuvent, me semble-t-il, tirer profit de l'histoire de la néologie de leur discipline. Bon, ce n'est pas une idée à moi, il y a des personnes comme Pascaline Dury à Lyon 2 qui préconise comme introduction à une nouvelle discipline scientifique, de faire un peu d'historique de sa néologie devant des étudiants donc, qui commencent. Et puis, il y a toute une population d'historiens des sciences et des techniques ou des technologies qui sont en réalité les personnes qui font les travaux de terminologie historique et de terminologie néologique dans une perspective donc néologique. Je pense par exemple à des chercheuses comme Bernadette Bensaoud-Vincent ou peut-être Réjeanne Bernier, que Monique Cormier m'a signalé donc les études. Donc, ce sont des études qui portent directement sur l'histoire, par exemple, de la biologie, pour Régnier, mais qui peuvent se lire comme l'histoire de la néologie de ces disciplines. Alors, le livre c'est en fait une commande de Bernard Quémada. Donc, belle photo d'Annie Becker. Donc, Bernard Quémada, pour les jeunes, c'est celui qui a introduit la linguistique appliquée en France, en fondant le Centre de linguistique appliquée, en lançant les cahiers de lexicologie, les études de linguistique appliquée, principal artisan du trésor de la langue française, et vers 1990, il m'a demandé c'était à l'époque du Centre de terminologie et de néologie, donc qui faisait partie de l'INAL, qui était spécialisé dans la terminologie et la néologie, donc de faire un petit manuel pour remplacer le guide de la néologie que le SILF avait rédigé dans les années 70, c'était publié un peu plus tard sous cette forme-là en 82, je crois, qui était une espèce de vade-mecum, donc pour former des termes dans le cadre de l'aménagement de la langue, les commissions ministérielles de terminologie qui se mettaient en place en ce moment-là. Et puis, nous avons vent d'un nouveau manuel de terminologie que notre collègue Teresa Cabret, Maria-Teresa Cabret, était en train de rédiger. Et Teresa Cabret, c'était à la base une linguiste. Et donc, elle rédigeait une introduction à la terminologie pour convaincre les linguistes donc, de l'intérêt de la chose. Et donc, avec Monique Cormier, on s'est dit, bon, ça vaut la peine. Donc, on va traduire. Alors là, c'était vraiment, on ne mesurait pas les difficultés.
Donc, on a fait une partie traduction, une partie donc adaptation pour essayer donc de mieux présenter la pensée donc linguistique, comment on peut aborder la terminologie dans un contexte purement linguistique. Donc, plus de manuels de néologie. Mais Bernard Quémada avait de la suite dans les idées, il était directeur de collection chez Honoré Champion, donc il a dit non, ce qu'il faut, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus scientifique, avec, et donc les 3 rubriques sur lesquelles il a insisté, encyclopédique. Il se rendait compte, il constatait que les études sur la néologie en terminologie sont plus nombreuses qu'on pense, il y en a beaucoup, mais elles sont extrêmement dispersées. Et donc, on a une vision très partielle de la chose. Donc, la première chose à faire, c'était de faire une espèce d'encyclopédie qui a dit quoi sur la néologie en terminologie. Et ensuite, une exigence explicative, donc de rendre compte des différentes approches, parce que des différentes théories ont été élaborées dans des contextes différents et pas forcément comparables, directement comparables, et puis de passer à la démonstration et donc de faire la description de la formation terminologique, la néologie terminologique dans différents domaines émergents. Alors, on a pris comme domaine émergent donc l'enregistrement sonore, dont je vais vous parler, mais plus près de nous, de la nouvelle économie et du commerce électronique. Et le livre a fini par paraître, donc en 2018, chez Lambert Lucas, et là, je dois remercier Christine Jacquet-Faux, donc, qui dirige la collection de la Lexicothèque, donc de tout le travail qu'il a fallu faire pour que le livre soit publiable. Donc, on disait que la néologie terminologique était constituée par 2 branches de la linguistique, mais des branches assez marginales. La néologie était déjà absent dans l'édition de 2011 du Dictionnaire des sciences du langage de Franck Neveu. Je pense qu'il l'est toujours. Il existe, comme disait Gilles tout à l'heure, une revue, donc Néologica, en fait paru fin 2006. On n'a jamais rattrapé cette bourde, donc il y a eu un cafouillage dans les dates, et en fait le premier numéro est sorti en décembre 2006. La terminologie a davantage pignon sur rue que la néologie, mais est divisée en 2 grandes tendances, pas directement compatibles. On peut aborder la terminologie en tant que lexicologie spécialisée, donc avec les outils de la lexicologie, ou bien il s'agirait, c'était peut-être la première formulation donc qu'on doit à Eugène Vuster, donc la mise en relation de concepts spécialisés et leur expression linguistique, entre autres. 2 choses à dire peut-être sur la terminologie de réflexion. La repressione è sotto il basso che tendono verso l'alto. Non, je n'ai pas entendu la question. Non, je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas coupé son micro. Ah, d'accord. Je pensais que c'était désolé. Alors, on constate 2 choses. Que au niveau universitaire, et ceci en Europe, au Canada et en France, la plupart des formations de terminologie se font dans les formations de traductologie, la formation de traducteur, plutôt que dans des départements de linguistique.
Et c'est peut-être une conséquence, enfin, parmi les conséquences, c'est que la terminologie implique la terminographie. En lexicologie, on peut faire de la lexicologie sans envisager de faire un dictionnaire. Il est rare qu'on fasse de la terminologie sans qu'il y ait un but pratique, hein, donc une terminographie. Pour vous donner une idée de ce qui se fait en terminologie, en recherche en terminologie, j'avais dépouillé 22 années de parution de la revue Terminology, donc de tout à l'heure, pour essayer de voir les centres d'intérêt. Et on s'aperçoit que la catégorie la plus importante d'un point de vue numérique est l'extraction terminologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut extraire automatiquement, ça relève donc du TAL en fait, hein, les termes dans des corpus. Hein. Je crois que c'est encore le cas. Il y a pratiquement autant d'articles sur les applications de la terminologie. Il y a relativement peu d'articles qui étudient la terminologie d'un point de vue vraiment linguistique. Hein. Je dirais peut-être un cinquième hein, des articles. Et d'un point de vue linguistique, on s'aperçoit qu'il n'y a eu que 7 articles en 22 ans dans la revue Terminology consacrés à la néologie. Donc, quelque chose à faire. Alors, néologie, la néologie, terminologie, qu'est-ce que c'est? On a proposé un terme donc, pour le désigner, donc la néonymie, qui est relativement peu employée en France, peu employée à l'étranger. Là, j'ai nos collègues Giovanni Adamo et Madame Della Valle on parle, c'est une proposition intéressante pour eux, mais ils ne vont pas beaucoup plus loin. Je pense que, alors, s'agit-il d'autre chose que la somme, autre chose que la somme de ces éléments? Est-ce que la néologie en terminologie est autre chose que la néologie en général? Ben, ceci dépend de la définition qu'on va donner à la terminologie. Et puisqu'il est très difficile de faire des généralisations sur la terminologie à la fois de la chimie, de la machine-outil et du droit, donc je pense que, comme d'habitude, la réponse à cette question, c'est alors ça dépend. Donc, la première partie du livre est consacrée à donc un tour d'horizon, de savoir qui dit quoi hein, sur la formation des termes. On va essayer de voir s'il existe des hypothèses qu'on peut vérifier et s'il est possible plus loin de synthétiser les différents points de vue. Alors, question préalable, est-ce que la néologie est obligatoire en terminographie? C'est-à-dire, si on fait une terminographie, si on fait une terminologie concrète, est-ce que la terminologie doit être problématisée séparément? Et là, les opinions divergent. Pour les personnes qui s'intéressent à la terminologie qui viennent du monde du traitement automatique du langage, généralement, la néologie n'est pas une entité qu'il problématise. Quelqu'un comme Didier Borigo, quand il fait une terminologie, par exemple, pour une entreprise, est obligé de commencer à zéro, de faire la terminologie pour les répondre à un cahier des charges, et la néologie, généralement, ne fait pas partie de ses missions. Mais également, dans le monde du TAL, quelqu'un comme Agatha Schwabot complète des bases de données existantes. Alors là, ce qui l'intéresse, elle, c'est la néologie. Donc, encore une fois, la réponse à la question, est-ce que la terminologie, est-ce que la néologie fait partie obligatoirement de la terminographie? Eh bien, ça dépend.
Alors, d'où vient donc cette idée de néologie terminologique ou de néonymie? Bon, le nom néonymie, en fait, a été forgé par le linguiste canadien Guy Rondeau, donc, qui était prof à l'Université Laval, et qui était consulté par l'Office de la langue française ou la Régie de la langue française à l'époque pour des travaux de terminologie. Et il a fait son introduction à la terminologie, donc, qui a eu deux éditions, qui étaient publiées au début des années 80. Et c'est lui qui a systématisé l'idée de néologie en terminologie, et donc qui a préconisé l'emploi de néonymes en distinguant entre deux types de néologie. Donc, un premier type qu'il appelait néologie d'origine, c'est-à-dire c'est le nom qu'on donne généralement à une innovation dans la langue où l'innovation a eu lieu. Donc, par exemple, computer ou computer virus en anglais, donc ce sont donc des concepts qui ont été verbalisés donc, en anglais. Tandis qu'en français, on a une néologie d'appoint. Donc, c'était à partir de computer que ordinateur était créé pour remplacer donc un emprunt direct qui commençait à s'implanter. On a beaucoup parlé donc d'ordinateur, d'informatique et donc de cette néologie de points. On a beaucoup moins parlé, en revanche, de la même chose, enfin de virus informatique, donc qui traduit computer virus, peut-être parce que ça ne pose pas de problème de traduction. Mais on va voir, si on regarde la néologie d'appoint, on s'aperçoit que généralement la traduction assez directe suffit bien. C'est ce cas-là, la néologie d'appoint, qui intéressait Rondeau le plus afin d'éviter les emprunts massifs. Hein. Donc, c'était un peu l'ambition de l'OLF. La distinction donc, entre néologie d'origine et néologie d'appoint se fait toujours, mais avec la terminologie, en employant la terminologie de Saguerre, qui est peut-être plus intuitive, donc il parle de néologie primaire et néologie secondaire, ou terminologisation primaire et secondaire. Alors, comment caractériser la néonymie? Bon, selon Rondeau, là je cite la deuxième édition, d'abord par une conscience collective parmi les experts. Si c'est nouveau pour les experts, une formulation nouvelle pour les experts, ça a toutes les chances d'être donc un néonyme pour lui. Et ceci rappelle pas mal la définition que donne Alain Ray, donc dans une publication de 1977, de la néologie pour la langue en général. Et ensuite, il y a deux autres critères, mais qui sont plutôt secondaires. Donc, c'est l'usage reflété dans les dictionnaires, est-ce que ça a été dictionnarisé, ou une datation dans les corpus. Donc, en fait, on a une série de critères qui sont de différents ordres, et qui sont donc pour le critère primaire difficilement vérifiable. C'est la consultation de l'expert. On a en terminologie ces deux polarités entre la vision de la terminologie en tant que lexique spécialisé, auquel cas la néologie est un phénomène avant tout lexical, ou la terminologie en tant qu'étude sémiotique de la conception et la communication de connaissances spécialisées, auquel cas la néologie est plutôt un phénomène conceptuel qui s'exprime, entre autres, donc par des innovations lexicales.
beaucoup d'approches de la néologie terminologique s'appuient sur des explications structuralistes, en particulier celle de Jean Tournier pour l'anglais, et puis les adaptations que Jean-François Sablérol a faites pendant une vingtaine d'années. Alors, ce sont des explications qui rendent bien compte de ce qui s'est passé et qui donnent une typologie qui est bien utile, mais elles expliquent peu comment et presque pas pourquoi les nouveaux termes se forment. Donc, il y a la place d'une théorie spécifique de la néologie terminologique. Donc, voilà la grille des matrices néologiques de Jean Pruvot et de Jean-François Sablérol. Il est tout à fait possible d'expliquer la formation de termes nouveaux à partir de ces matrices-là. Mais pour expliquer pourquoi on forme de nouveaux termes, j'ai essayé de regrouper 3 hypothèses plus générales. Donc, la première, c'est que les termes nouveaux se forment sur les termes existants. Donc, c'est à partir d'un terme existant, donc d'un concept existant, d'un terme existant, qu'on fait les nouveaux termes. Il y a aussi donc une hypothèse discursive, c'est-à-dire les termes nouveaux ne répondent pas à un besoin de dénomination au départ, mais émergent des discours et sont utilisés dans les discours, repris dans les discours. Et puis, troisième hypothèse, donc des termes nouveaux sont des tentatives de comprendre des connaissances nouvelles, d'imaginer d'autres configurations intellectuelles en employant des métaphores donc, qui peuvent guider le spécialiste donc, dans l'élaboration de son invention. Alors, on va examiner rapidement, oui, peut-être certaines encore plus rapidement que d'autres, les trois hypothèses. Alors, d'abord, on construit des termes nouveaux à partir de termes anciens. Là, je prends une illustration à un collègue allemand, Klaus-Dirk Schmitz, donc de Saarbrück et de Cologne, donc, qui explique comment on nomme l'innovation technologique des souris d'ordinateur par donc la néologie. On ajoute l'élément clé de l'innovation. Alors, ça peut être selon différentes modalités, selon l'interface, selon le mode de transmission, selon le principe de fonction. Donc, de souris, on a donc souris USB, souris sérielle, etc., souris sans fil, souris à fil, etc. Donc, toutes les innovations chez les souris informatiques se font en ajoutant un terme donc, qui précise l'innovation. Et ceci se confirme un peu de manière indirecte par le TAL. Donc l'extraction, on a vu que l'extraction automatique des termes était une des préoccupations principales de la linguistique computationnelle. Là, il y a une constatation de Béatrice Daille et de ses collègues qui date d'il y a 25 ans déjà, donc en dépouillant un manuel de communication avec les satellites, elle isole donc un nombre très important de termes à 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments. Et si on regarde dans les détails, on voit que chaque élément ajouté à un terme de base représente une innovation donc dans le domaine. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas
tout simplement question d'ajouter un élément. Il peut y avoir juxtaposition, mais il peut y avoir permutation, combinaison, mais tout part de la même logique. Et ceci n'est pas récent du tout. Si on regarde les dictionnaires maritimes de la fin du 19e siècle, ici un exemple du dictionnaire du capitaine Pache, on n'a que l'image, donc on a les mâts et les gréements donc du bateau, et on s'aperçoit que les gréements portent des noms généralement de 2, 3, voire 4 éléments, de telle sorte que dans le dictionnaire, ces noms de gréements se passent de définition parce que le terme est déjà sa propre définition. Oui, cette citation d'Alain Rey, juste pour dire que ce qu'un terminologue peut considérer comme un terme, donc le représentant donc linguistique, la dénomination d'un concept spécialisé, n'est pas forcément reconnu comme néologisme ni même comme unité lexicale par un linguiste. J'entends par exemple Gérard Petit dire « Ah, ce terme-là n'a pas vocation à entrer dans la langue. » Or, je pense que très peu de termes aient vraiment la vocation d'entrer dans la langue. Bon, c'est la même chose pour la composition savante, avec la différence que la composition savante est toujours voulue, c'est toujours exprès. Donc, ça correspond à un besoin de dénomination. Alors, quelles sont les spécificités terminologiques de cette première hypothèse? Donc, on a une très grande prédominance de termes polylexicaux qu'on peut considérer comme unité terminologique ou comme séquence phraséologique. Ceci dépend du point de vue. On a la composition savante qui est une formation terminologique, néologique consciente, et les domaines, c'est surtout les technologies. Là, vous avez vu que tous les exemples que nous avons choisis, c'est la technologie. Et d'ailleurs, c'est la technologie sur laquelle Wüster avait fondé sa réflexion. Alors, l'hypothèse discursive, c'est que les termes émergent dans les discours. Là, il y a plusieurs sources. Une qui passe souvent inaperçue et qui est très générale de Rudi Keller, mais qui a fait beaucoup de bruit dans les pays germanophones dans les années 90 et qui comparait le changement linguistique à d'autres phénomènes sociaux comme la formation d'une piste dans la forêt. Hein. S'il y a suffisamment de passages, une piste se forme, mais il n'y a pas eu de volonté de faire cette piste. Alors donc, c'est un peu la métaphore de la main invisible donc qu'il applique à la langue. Et ce qui rappelle d'ailleurs donc les théories continuistes de la sémantique de Vincent Nicaise, hein, qui a signé un chapitre dans le livre de terminologie diachronique, de néologie diachronique de Daniel Candel et de François Gaudin. C'est surtout Michael Halliday donc, qui développe la métaphore grammaticale qui peut être source de termes, métaphore grammaticale qui est reprise mais sans vraiment le dire, dans un manuel de langue de spécialité de Forne et Törle, que je peux vous recommander, en particulier pour la partie historique. Il y a une partie historique qui est coordonnée par Philippe Solos, là, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, et qui est tout à fait remarquable pour la mise en perspective
du développement de la langue scientifique, surtout au XVIIIe siècle, donc par rapport à la formation terminologique. Alors, ici, Halliday explique comment les exemples de tournure dans le discours qui émergent donc du discours peuvent devenir des termes. Et il a pris, là je n'aurai pas le temps de développer, l'hypothèse que le terme Griffith's Energy Balance est une métaphore grammaticale issue de Griffith Approach the Question of Energy Balance. Donc, on emballe donc la formulation qui est susceptible de devenir un terme. Mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de variation. Et je me suis amusé à relever toutes les variations en français et en anglais. En anglais, il y en a une vingtaine. Et en français, j'en ai trouvé 6 ou 7, mais il y en a certainement d'autres. Donc, l'idée de lexicalisation est visiblement très différente en terminologie que dans la langue générale. Ce serait étonnant qu'il y ait donc une telle profusion synonymique sur une période aussi longue, mais cette profusion synonymique n'a pas l'air de gêner les intéressés. Janet Ormrod, donc linguiste de Brest, a fait des articles extrêmement intéressants sur la façon qu'ont les auteurs, les scientifiques, quand ils rédigent un article ou quand ils font une communication, de préparer les termes qu'ils forment en donnant les éléments du terme avant de donner le terme, qui émerge donc généralement d'un discours qui est plus argumentatif ou démonstratif que dénominatif. Alors, quelles sont les spécificités terminologiques qu'on peut tirer de cette deuxième hypothèse? Eh bien, de souligner les relations étroites entre construction de concepts et construction de termes, et que la construction terminologique ou l'anéologie terminologique dépasse les besoins de la dénomination. Donc, il y a une quantité de termes qui donc émergent du discours et qui ne sont pas créés donc pour dénommer quelque chose de manière spécifique. Troisième groupe d'hypothèses, donc la métaphore. Donc, c'est un peu l'héritage du champ lexical de Trier et donc des années 30, revisité par la linguistique cognitive. Et la personne qui est sans doute la plus connue est Rita Temmerman, qui m'a fait l'honneur de signer la préface donc du livre. Et qui fait le parallèle entre la formation des termes en langage et la formation des concepts dans le cerveau. Alors on a quelques exemples de Rita Temmerman. Donc, pour comprendre l'ADN, comment est-ce qu'on fait pour l'ADN? On imagine que l'ADN est un langage. Donc, si c'est un langage, on peut le traduire. Donc, si on peut le traduire, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'ADN? Il y a des éléments qui peuvent être qui peuvent être silencieux, qui ne se prononcent pas. Ou bien encore, l'ADN est une bande magnétique ou une pellicule. Donc, on peut faire des montages. Et donc, elle analyse de manière très intéressante donc cette idée de splicing en anglais, qui est repris en français, en allemand aussi, par l'anglicisme, donc il n'y a pas de traduction. Et probablement, c'est parce que la métaphore
des généticiens américains des années 80 n'étaient pas les épissures de cordes, donc de la marine, hein, c'était pas des plaisanciers, c'était probablement des amateurs de la cinématographie, donc qui faisaient le montage de leur pellicule, donc en découpant et en recollant, donc qui s'appelle splicing aussi. Donc on a une source métaphorique qui change, hein, qui change de du 19e siècle, mais qui est néanmoins métaphorique. Donc, les spécificités terminologiques, donc des relations étroites entre conceptualisation et métaphore. Donc, la métaphore donc, permet la conceptualisation et le langage fait partie de la pensée scientifique. Est-ce que, donc, il est évident que ces trois hypothèses se placent à des niveaux de réflexion et à des niveaux linguistiques différents. On va essayer de synthétiser ou d'esquisser donc une première synthèse en prenant comme exemple l'invention de l'enregistrement sonore au milieu du 19e siècle. Alors je prends ce champ, hein, cette invention comme exemple parce que, bon, d'une part, je m'intéresse aux archives sonores, donc c'est ce qui facilite donc l'accès, mais qui pose la question de l'indépendance et de l'impartialité donc du terminologue. Le dernier prix Wüster a été attribué à une terminologue qui a fait une terminologie historique de la terminologie musicale au XVIIe, XVIIIe siècle, mais qui est musicienne et spécialiste de la matière elle-même. Donc, voilà la question. Alors, l'autre raison de choisir l'enregistrement sonore, c'est que c'est beaucoup plus simple que la photographie. La photographie, il y a des améliorations tout au long enfin, même depuis le XVIIIe siècle. Donc, c'est une tâche difficile. Tandis que l'enregistrement sonore n'a que 3 origines, ce qui est déjà pas mal. Donc, la première, c'est Léon Scott de Martinville qui a inventé le phonautographe en 1857, en fait. Ensuite, Thomas Edison aux États-Unis en 1878, donc qui invente le phonographe, et Charles Cros, donc le poète Charles Cros, se souvient qu'il avait déjà déposé à l'Académie des sciences une description d'une machine qui était l'équivalent en fait de celui d'Edison. Donc on a trois inventions indépendantes, donc enfin, pas tout à fait du même dispositif. Donc, on va voir. Donc, Henri Scott de Martinville voulait transcrire le son. Donc, ça, c'est important. C'était une différence fondamentale par rapport à ce qu'a fait Edison et ce que voulait faire Charles Cros, qui voulait reproduire des sons. Donc, lorsqu'Edison a fait la démonstration de son phonographe à l'exposition universelle de Paris en 1878, Scott de Martinville l'a dénoncé comme donc un artiste de cirque et que lui, il avait des prétentions scientifiques, des ambitions scientifiques et il n'avait pas fait un instrument pour amuser la foule. Donc, ce qu'il voulait faire, c'était rendre visible et non audible donc le son, pas uniquement la parole. Il reconnaissait l'analogie,
donc l'oreille humaine et la membrane, et il a dénommé son invention, et ça c'est probablement le seul terme, le seul néologisme qu'il ait créé, donc l'appareil qui écrit seul, donc auto, le son. Il ressemblait à ceci. Donc on voit la membrane où il y a un stylet qui est attaché. On parle, on joue de la trompette, enfin dans le pavillon, qu'on rapproche du cylindre qui est recouvert d'un papier enduit de noir de fumée. On tourne donc la manivelle, donc le cylindre tourne et on esquisse quelque chose comme ceci. Donc l'ambition de Scott était de transcrire, donc de faire une espèce de dictophone, mais de transcrire les différents sons et d'en étudier les qualités sonores. Alors, je vais essayer de vous passer. Scott de Martinville donc ne souhaitait pas, ne visait pas la reproduction sonore, mais avec les moyens informatiques que nous avons maintenant, les phonogrammes qu'il a produits ont été traités donc par un savant américain, donc David Giovannoni, qui a réussi à les lire, à les reproduire. Donc ici, je vais essayer de vous faire passer cet extrait de l'Othello donc révolutionnaire. Vous voyez, c'est encore perfectible. Hein? Non, ça suffit. Pardon. Voilà. Donc, un exemple de néonymie consciente, donc phonotographe. On a certainement la métaphore de l'écriture, donc qui est déjà présente en photographie. Et le reste du vocabulaire, c'est du recyclage lexical. Ce n'est pas encore vraiment de la néologie. Ça peut être métaphorique, hein, c'est l'écriture. Donc, on voit les accents sont différents des accents qu'on a eus parce que c'est le style, c'est la membrane qui écrit et non pas la main ou non pas la personne. Même chose pour la lecture qui avait changé donc entre Scott et Edison. Et puis la membrane, c'était une vraie membrane, le style, c'était un stylet, le pavillon, c'était un pavillon. Donc, c'est des termes qui allaient, lorsque l'invention s'établira dans les années, en fait, 90, hein, ça deviendra des termes donc, de la reproduction sonore de l'époque, mais pour l'instant, ce ne sont pas encore des néologismes. Voilà. Donc, on peut faire des analyses donc, de la part de la métaphore. Est-ce que les autres hypothèses se vérifient? Oui, mais surtout plus tard. Donc, est-ce que les termes se font les uns sur les autres? Un peu. On a parfois, ils parlent d'enregistrement sonore, donc pour distinguer de l'enregistrement donc avec du papier et de l'encre. Et puis discursivement, j'écris le style écrit, écriture et lecture, donc dans un nouveau sens. Donc là, j'arrive enfin aux conclusions. Donc les différentes théories se combinent pour rendre compte de la création, mais différemment selon les domaines, les différentes conditions et à différents niveaux. Voilà. Donc, Bien, alors il me reste à remercier chaleureusement nos deux intervenants d'aujourd'hui, Romain Benigni, John Humbley.
à vous dire à toutes et à tous bonne fin d'année, puisque c'est la dernière séance du Guelph de cette année. Donc l'an prochain, nous ouvrirons un nouveau programme thématique qui sera consacré au contact de langue entre français et dialecte ou parlé dans l'histoire. C'est un sujet qui nous a paru avec quelques collègues avoir été relativement peu abordé récemment. Donc un programme de 2 ans, mais qui sera accompagné, bien sûr, comme d'habitude, par des présentations d'actualités, d'ouvrages, de programmes de recherche, etc., en histoire de la langue française.